matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Ce sont des révélations publiées par Le Monde, mais pas que. Il y a eu le média d'investigation Lighthouse Reports, et puis je crois que c'est tout un travail, un consortium, comme on dit, d'enquête, qui a été publié donc vendredi 27 septembre, vendredi dernier. Donc on découvre qu'il y a eu des centaines de personnes fichées. Alors, ce sont ces personnes fichées des détracteurs de l'agriculture intensive, des lanceurs d'alerte, comme on dit, sur les pesticides, sur les OGM, qui sont fichés par des géants de l'agrochimie. Tiens donc, alors comment ça fonctionne? Il y a une plateforme en ligne privée qui s'appelle Bonus Eventus. D'ailleurs, maintenant, on appelle cette affaire le Bonus Eventus File. Eh bien, cette plateforme privée Bonus Eventus fiche ces personnalités dites critiques de tout ce secteur de l'agriculture et de l'agrochimie. Et en fait, alors qu'est-ce qu'on met comme information? Leurs adresses personnelles, l'identité du conjoint, le numéro de téléphone, le nom des enfants, des informations sur le patrimoine, des informations sur leurs revenus et tous les éventuels antécédents qu'on peut avoir sur eux, politiques, judiciaires. Enfin, voilà, donc ça va très très loin. Et évidemment, l'idée n'est pas seulement de recenser ces personnes pour avoir un peu plus d'informations. Non, non. Évidemment, tout ça, ça a des objectifs trompeurs et malveillants. C'est Le Monde qui le dit, ce n'est pas moi, hein. Cette base de données, je cite Le Monde, accumule les munitions prêtes à être utilisées pour déstabiliser, décrédibiliser ou nuire donc à ces environ 500 scientifiques, militants, lanceurs d'alerte qui sont donc dans ce fichier Bonus Eventus. Évidemment, l'idée, c'est de nuire pour mieux se protéger soi et protéger l'agrochimie, l'agro-industrie et tout ce qui va avec. Donc, en gros, casser la réputation de ceux qui nous dénigrent pour mieux nous protéger. Donc, beaucoup d'éléments. Et la conséquence du Monde, de cette enquête du Monde, c'est de dire que ces fiches accumulent des rumeurs malveillantes sur l'intégrité scientifique également de ces scientifiques. Ça nous rappelle quand même un petit peu, pardon de le dire, l'affaire Raoul, par exemple, hein. C'est intéressant, c'est doublement, triplement intéressant même, parce qu'on voit d'abord comment ça fonctionne, mais on voit que finalement, ce sont des procédés qui se répètent et qu'on peut retrouver à chaque fois. Alors, pour parler de ces procédés, et puis pour donner la parole justement à une vraie lanceuse d'alerte, je me tourne vers Corinne Lalo. Bonjour Corinne Lalo. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes, vous, journaliste d'investigation, grand reporter, spécialiste des questions d'environnement et de santé. Alors, c'est intéressant parce que vous avez travaillé dans les plus grands médias, Corinne Lalo. Là, vous nous présentez ce livre. C'est une réédition, revue, augmentée, les perturbateurs endocriniens, tout ce qu'on ne vous dit pas, le grand désordre hormonal au Cherche Midi. Donc, vous avez déjà reçu pour la version initiale, mais là, encore plus riche et toujours revue avec les dernières informations. Et puis, vous aviez aussi écrit Ce qui nous empoisonne à notre insu, le grand désordre hormonal. Donc, Corinne Lalo, d'abord, par rapport à cette enquête, et vous, peut-être ce que vous avez vécu, vous avez toujours travaillé dans des grands médias. Est-ce que vous avez senti peut-être un infléchissement de la liberté d'expression sur ces sujets-là? Est-ce qu'à un moment donné, vous avez compris que il y avait un mur qui était en train d'être organisé et qui empêchait les enquêteurs, les lanceurs d'alerte, les scientifiques qui veulent dénoncer certaines choses de parler? Moi, j'ai observé une régression de la liberté d'information depuis les années 1980. Quand j'ai commencé d'ailleurs. J'ai commencé à être journaliste à cette époque-là. Et on avait à cette époque-là une relative liberté. Oui. Y compris dans le service public. Moi, j'étais dans le service public. Vous avez été dans le service public, rappelons-le. Voilà, vous pouvez nous rappeler un peu votre carrière, hein, parce que voilà, oui. J'étais à FR3. À l'époque, ça s'appelait FR3. C'était pas France 3. J'étais à TF1. Et j'ai travaillé à TV5 aussi, TV5 Monde, où c'est plusieurs télévisions. J'ai travaillé dans la presse écrite, dans la radio, y compris dans la presse professionnelle, quelques semaines seulement. Et c'était dans l'emballage. Et là aussi, j'avais appris des choses sur les problèmes des emballages. Et actuellement, sur le problème des emballages, sur les pesticides, sur les perturbateurs endocriniens sont très importants. Donc, j'ai observé depuis les années 80 une régression dans toute la presse. Et à l'époque, on pouvait encore assez facilement
quand même informé. Il y a eu l'histoire du nuage de Tchernobyl. Moi, j'ai pu aller à la frontière avec des salades et montrer que d'un côté, la salade, elle était à la frontière allemande, hein, et que d'un côté, la salade était radioactive, mais de l'autre, elle ne l'était pas. C'était en France, et qu'il y avait une espèce d'omerta en France. Bon, mais on pouvait quand même le dénoncer à l'époque. Ensuite, il y avait qu'il n'y avait pas de mur. Non. Bon, c'était pas non plus la totale. On va pas dire que c'était pas panique la à bord, totale liberté, mais quand on avait une idée, une information, on allait voir le rédacteur en chef, on disait il y a de la radioactivité côté allemand, est-ce que je peux y aller ? Oui, vas-y. Et le reportage y passait. Dans le même journal, vous aviez un autre reportage qui prenait le contre-pied. Donc vous aviez quand même, vous voyez, un débat contradictoire. Il y avait une contradiction dans l'information, et c'est ce qui a disparu. Parce qu'on l'a encore vu, par exemple, il y a eu le sang contaminé, on a dénoncé le sang contaminé. Il y avait les vaccins hépatite B, on a dénoncé les vaccins hépatite B. Et même le Mediator, on a réussi à dénoncer le Mediator, c'était il n'y a pas si longtemps, mais c'est devenu de plus en plus compliqué, difficile, en fait, plus compliqué. Et dans toute la presse, dans la presse publique, dans la presse internationale et évidemment dans le privé. Donc c'est un phénomène général qui fait que les intérêts économiques ont capturé la liberté d'information. Et moi, depuis que j'exerce, ça fait 40 ans maintenant, un peu plus, j'ai vu une régression de l'information. Oui. Donc c'est dommage. Et puis, effectivement, on poursuit les lanceurs d'alerte. Alors, vous parliez de professeur Raoult, mais avant le professeur Raoult, il y a eu le professeur Gilles-Éric Serralini. Serralini, bien sûr. Donc Serralini, qui est dans le cœur de cette enquête-là. Hein. Et qui a été persécuté par Monsanto et qui a fait un procès à Monsanto. Qui s'appelle l'affaire Monsanto d'ailleurs maintenant. L'affaire Monsanto, parce que lui, il y avait des milliers de mails internes à l'intérieur de Monsanto pour attaquer Serralini. Alors Serralini, pour préciser pour tout le monde, c'est un scientifique qui a dénoncé notamment les OGM. Oui, et il avait fait des enquêtes, surtout, il avait fait des enquêtes qui ont été publiées, où il a montré sur des rats qu'il y avait des tumeurs qui se développaient avec les OGM. C'était les OGM à l'époque. Oui. Hein. Il a été totalement dénigré, moqué même. C'est allé très loin. Il a été persécuté, y compris dans son université. On lui a supprimé des crédits, on lui a supprimé des thésards, parce qu'il faisait faire des thèses à des étudiants. Et on l'a un peu... on l'a blacklisté, quoi. C'est clair et net. Mais il a fait un procès à Monsanto, il a gagné. Oui, mais comme on dit, malheureusement, le nuage trouble était passé par là. Et maintenant, quand on se renseigne sur sa personnalité, quand on n'a pas tout suivi comme vous de près, on se demande qui a vraiment raison. C'est-à-dire, le problème actuellement, c'est que la liberté de l'information, elle a débordé de la presse traditionnelle sur tout ce qui est réseaux sociaux. Donc la censure dans les réseaux sociaux, elle est complètement décomplexée. Elle est assumée, et encore maintenant, on s'excuse. Facebook, Zuckerberg s'est excusé en disant qu'il avait censuré tout le monde pendant le Covid. C'est vrai. Il a reconnu. Il ne recommencerait pas. Par une lettre parlementaire, promis, je ne recommencerai plus. Il ne recommencerait pas. Bon, mais si vous prenez Wikipédia, c'est devenu une officine de propagande. Par exemple, si vous allez voir la fiche biographique de Serralini, il le massacre. Oui. Donc, et malheureusement... Même s'il gagne son enquête, c'est ça qui est terrible en fait. Même si finalement, tout prouve que cet homme avait raison, que son travail était sérieux. Maintenant, on a les éléments, les enquêtes, on voit bien comment la contrepartie était organisée par des gens qui, a priori, regardons un peu, c'est des intérêts privés immenses d'argent de l'agrochimie. Mais c'est pas grave, on n'arrive pas à redorer le blason de cet homme ou à reconnaître nos torts, etc. C'est incroyable. Non, parce que c'est une guerre d'information. Qui est le plus fort ? Et c'est très asymétrique, parce que d'un côté, vous avez des milliards, de l'autre, vous avez des individus qui sont isolés et qui n'ont plus de crédit. Oui, en plus, c'est ça. C'est arrivé aussi à un des chercheurs dont je parle dans mon livre, qui s'appelle Tyrone Hayes, un Californien, qui lui avait travaillé sur l'atrazine, qui est un herbicide de Syngenta. Il avait été embauché par Syngenta pour
innocenter l'atrazine dans les maladies hormonales et dans le fait que l'environnement était complètement pollué. Bon. Et donc, il a travaillé là-dessus et il s'est aperçu qu'au contraire, l'atrazine était coupable. Et notamment que les grenouilles devenaient hermaphrodites. Et donc, ça entraînait la disparition de l'espèce. Les crapauds devenaient homosexuels et ça entraînait la disparition de l'espèce. Donc, il a dénoncé tout ça. Syngenta lui a dit de ne pas publier. Il a dit non, je publie. Bien sûr. Et donc, Syngenta l'a persécuté. Et ça a été très loin parce qu'il a failli y passer. Ouais, c'est incroyable. Et vous, Corinne Lalo, vous avez déjà vécu des pressions ? J'ai pas vécu des pressions directes. Voilà. J'ai vécu des pressions indirectes, mais souvent, on vous le dit pas. Oui. Voilà. Souvent, bon, je sais qu'à un moment, j'avais fait un reportage sur l'amiante qui avait pas tellement plu. Bon, j'ai pas eu des pressions directes. On m'a dit qu'il y aurait des suites. On m'a un peu menacée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'organe de presse dans lequel je travaillais a fait faire un autre reportage plus tard qui était dans l'autre sens. C'est l'inverse de ce que vous disiez. Comme voilà. Ça, Je l'ai su, mais après, parce que il y avait des gens des syndicats, à un moment, je les appelais pour savoir où on en est. Ils m'ont dit, mais vous savez pas, on a fait un reportage pour dire que tout allait bien. D'accord. Dans votre organe de presse. Oui, d'accord. Alors, peut-être avant, vous avez parlé de ce que vous avez ajouté, finalement, augmenté, et ce qui s'empire, finalement, ce qui empire plutôt dans ces perturbateurs endocriniens. Mais je voulais vous demander aussi, parce que je sais que ça a été le cas, vous avez été appelé par des fact-checkers qui fact-check et qui donnent la vraie vérité, la grande vérité. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça se passe avec les fact-checkers en général ? Écoutez, il y a un fact-checker qui m'a appelé. Bon. Et il voulait, en fait, que je dénonce un confrère qui avait, au contraire, rendu compte de mon livre sur Facebook et qui s'appelle Jean-Claude Bourret. Je peux le citer parce qu'il aime beaucoup le livre, il en a fait un résumé. Et le fact-checker m'a appelé en me disant « Bon, mais est-ce que vous êtes d'accord qu'il raconte n'importe quoi ?» Alors, je lui ai dit, écoutez, d'abord, est-ce que vous avez vu le livre ? Est-ce que vous l'avez lu ? Ah non, j'ai pas le temps. Bon. Je lui ai dit, mais attendez, vous êtes fact-checker, vous êtes journaliste ? Non, je suis apprenti. Bon, d'accord. Depuis combien de temps ? Depuis le mois d'avril. Bon. Alors, ça fait 3 mois que vous êtes fact-checker, vous n'êtes pas journaliste, vous n'avez pas lu le livre. Donc, en fait, les fact-checkers, c'est la case 0 du journalisme. Voilà. Et vous voulez, en fait, contredire un confrère qui, lui, a plus de 40 ans d'expérience de journaliste au plus haut niveau. Ouais. Au plus haut niveau, parce qu'il était présentateur des journaux, Bien quand sûr. même, de TF1, qui est le plus grand média d'Europe, je signale. Et donc, malheureusement, et lui, il avait rien fait dans sa vie. Bon. Et je lui dis, bon, mais est-ce que vous êtes d'accord que les hormones ont une influence sur la sexualité ? Et là, il me dit, mais je sais pas. Je comprends pas. Alors, je sais pas. Alors, je lui dis, mais écoutez, vous savez pas, mais c'est un problème que vous ne sachiez pas, parce que vous savez, on apprend ça, on apprend ça en 6e. Enfin, à mon époque, on apprenait ça en 6e. Bon. Donc, peut-être qu'il faudrait d'abord que vous ayez les bases. Et ensuite, on pourra peut-être parler. Voilà, donc c'est ça ma seule expérience. Mais je crois qu'ils n'ont rien fait. Finalement, j'ai rien vu. Il a été séché, part. Là. Ouais. J'ai rien vu nulle part. Vous lui avez parlé, franchement, il a été séché. Mais je lui dis quand même de lire le livre, d'abord. Oui, bon. Parce que ça lui apprendrait problème, des choses. Je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup qui aient lu les livres. Parce qu'en plus, votre livre, on vous avez déjà reçu, il est extrêmement sourcé, fiché et pédagogique, même s'il est très, très complet. Donc, c'est un vrai travail, mais c'est une Bible, en fait. Vous pouvez prendre par chapitre. Alors, je rappelle à tous que vous pouvez avoir la première interview concernant ce livre. On va mettre le lien évidemment tout de suite sur le chat et en description. Mais quels sont finalement, qu'est-ce qui a évolué ou été augmenté justement, qu'est-ce qui a empiré depuis notre dernier échange sur ces perturbateurs endocriniens ? Je l'ai enrichi d'abord, tout ce qui est dans le livre, en fait, comme c'était très en avance, ne fait que se confirmer. Oui. Donc, j'ai mis à jour s'il y a des nouvelles études qui sont arrivées, voilà. Et puis, quelquefois, il y a des nouvelles informations qui confirment aussi, malheureusement, ce qui est écrit dans le livre. Donc, à ce moment-là, je les ai mises. Il y en a eu, par exemple, sur le glyphosate.
Ouais. puisque jusqu'à présent, il y avait des études qui disaient que le glyphosate ne s'accumulait pas dans le corps. Or, il y a une étude qui est sortie dans le centre de la France qui a montré qu'au contraire, le glyphosate s'accumule dans les testicules. Ah. Et que, par exemple aussi, les fumeurs en ont plus que les non-fumeurs. Pourquoi ? Eh ben là, on revient aux OGM. C'est que le tabac est cultivé Ah oui, incroyable. avec du Roundup. Mmh. Vous voyez, qui est un herbicide, Oui. mais ensuite vous le retrouvez dans la cigarette. Et c'est là, comme ça ça qu'ils commence à s'en être sont la aperçus. chaîne. Par c'est terrible. hasard, Oui. par hasard. Voilà. Alors, bon, il y a, sur le vapotage. Oui, le vapotage, vous en avez parlé déjà. Le vapotage, moi, je vois beaucoup de gens vapoter dans la rue. Oui. Ah oui, beaucoup. Et ailleurs. Et qui font ça parce qu'ils pensent que ce n'est pas mauvais. Parce qu'on n'avait pas encore d'études. Alors, voilà. Et pour se déshabituer du tabac. Bon, c'est très bien de se déshabituer du tabac, mais il ne faut pas remplacer ça par une autre drogue. Voilà. Et donc, le vapotage, il y a des études qui ont montré que chez les rats, ça rétrécit les testicules. Voilà. Toujours sur l'appareil reproductif, finalement. Oui, là, les dernières parce que ça va effectivement. Ça peut quand même donner des éléments, tout ça, Corinne Lalo. On a des alertes maintenant chaque année sur la baisse de la natalité, de la fécondité. Oui. Et donc là, quand on accumule 2 de vos études, on voit que forcément, indirectement, progressivement, tout notre appareil reproductif est abîmé. Oui, tout à fait. Et j'ai aussi enrichi sur les PFAS. Oui. Je ne pouvais pas tout mettre dans la première édition. Là, j'ai enrichi sur les PFAS. J'ai enrichi sur la pollution de l'eau, donc de l'eau potable, et notamment les PFAS dans l'eau. On va y revenir. La pollution dans l'eau, et aussi sur un peu les manquements des agences officielles qui, par exemple, dans le cas d'un fongicide, ont décidé de ne plus le mesurer dans l'eau, alors que c'était le principal métabolite de l'eau de boisson, donc extrêmement dangereux. Oui. Eh bien, ils ont décidé de ne plus le mesurer. Comme ça, ils ont cassé le thermomètre. Oui. Et c'est fini, on n'en parle plus. Alors, sur l'eau, vous avez certainement suivi cette dernière affaire judiciaire avec l'équivalent d'un plaidé coupable, d'un accord entre, je crois, Evian et ceux qui portaient plainte sur les méthodes non orthodoxes d'Evian dans sa mise en bouteille. Est-ce que vous avez peut-être des éléments à nous donner sur cette, moi, je suis restée un peu plus sur toutes les... au niveau général. Bon, moi, j'avais été une fois faire un reportage dans une grande maison qui met de l'eau en bouteille. Et effectivement, moi, ce que j'avais observé, c'est que l'eau était effectivement filtrée. Mais l'eau, d'abord, elle était filtrée parce que la source était pure. La source était pure. Et il y avait un partenariat même de cette grande marque, qui a un partenariat avec les agriculteurs pour qu'ils n'utilisent pas de pesticides en amont. Oui. Bien que ça mette plusieurs centaines d'années avant d'arriver. Oui. Donc, ils le faisaient pour le futur. Ça, c'est bien. Ça, c'est plutôt bien. J'étais venue pour faire un reportage là-dessus. Et donc, ils me montraient leur usine. Et qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu que à la fin, ils mettaient l'eau dans des bouteilles en plastique, mais en fusion. Le plastique était en fusion au moment où l'eau rentrait. Donc, c'est évident que l'eau arrivait dans un plastique en fusion. Eh bien, le plastique relarguait des perturbateurs endocriniens, donc des plastiques, qui sont très mauvais pour la santé. C'est-à-dire que l'eau avait beau être parfaite à l'origine, parfaite ou naturelle, balancée dans une bouteille chaude en plastique, évidemment, en fusion, évidemment, il y a une perméabilité entre les deux. C'est terrible quand même ce que vous racontez. Et c'est pour ça aussi qu'il ne faut jamais mettre du chaud dans du plastique. Oui, ça vous le rappeliez déjà la dernière fois. Mais on voit ça partout. Oui. On voit ça partout. Vous allez dans n'importe quel supermarché,
Vous allez voir, ils mettent des poulets brûlants dans des boîtes en plastique. Dans les restaurants, quand vous emportez votre nourriture, c'est mis brûlant dans des boîtes en plastique. Ou alors, même s'il y a du carton à l'extérieur, il faut savoir qu'il y a du plastique à l'intérieur. Oui. Et si vous mettez quelque chose de barquettes à réchauffer, c'est du... Voilà, il y a parfois un peu carton, mais quand même toujours un peu de plastique. Voilà. Bon, on n'est pas sorti de l'auberge, Corinne Lalo. Non, mais ça veut dire qu'on peut agir. Oui. Vous voyez, ça veut dire qu'on peut agir. Et vous agissez. Tout le monde peut agir. L'idée du livre, c'est que c'est pas de casser le moral de tout le monde. C'est de dire, voilà ce que vous pouvez faire. Oui. Vous pouvez faire ça. C'est extrêmement documenté. Comme vous l'avez dit, en plus, vous suivez ce qui se passe, les dernières études. Et il se trouve que malheureusement, ça confirme ce que vous disiez. Bon, ça prouve votre sérieux, mais on aurait presque préféré que ce ne soit pas confirmé. Mais bon, Corinne Lano, merci infiniment. Je rappelle le titre et je montre bien la couverture de ce très gros livre. Je vais y arriver. C'est dans l'autre sens. Bon, bref, je fais confiance à Thibaut. Voilà. Pour que ça passe à l'écran à un moment donné ou à un autre. Pour tout savoir sur les perturbateurs endocriniens, Corinne Lalo, et c'est aux éditions Le Cherche Midi. Vous avez donc cette version entièrement revue et augmentée. Merci infiniment Corinne Lalo. Et puis donc cette enquête quand même du Monde, consortium mais révélé par Le Monde, on voit bien évidemment les méthodes qu'on comprend, qu'on comprenait, mais c'est intéressant de voir qu'elles soient mises à jour et qu'on comprend exactement comment ça fonctionne. Merci à vous tous, chers auditeurs. On est extrêmement nombreux comme toujours. Alors ce qu'il vous reste à faire, vous vous rappelez, eh bien, c'est évidemment de nous mettre des pouces, des cœurs au maximum pour monter toutes ces émissions et les faire voir et les faire entendre. Et puis, alors, je vous rappelle qu'on est 1350 maintenant donateurs depuis le début de la campagne qu'on a lancée il y a 2 semaines, campagne de dons, campagne pour tenir financièrement toute l'année. Et donc, vous êtes 772 à avoir fait le choix de nous aider mensuellement. Et ça, c'est vraiment très, très important pour nous parce qu'on a des flux, ça nous permet d'avoir un revenu régulier. Et évidemment, vous savez que nous, c'est notamment de payer les salaires qui est la plus grosse charge de notre radio, les salaires tout simplement de notre équipe. Et je vous ai déjà expliqué, on est une équipe ici. Il y a derrière moi, il y a Roxane, il y a Valentin, il y a Corentin, il y a Thibaut ici à la réalisation. Et toutes ces personnes font un excellent travail. On a besoin de tous. Donc ces salaires, tout simplement, on a besoin de les payer tous les mois. Vous nous donnez en moyenne 8 € par mois. Donc merci infiniment, chaque euro compte, même et surtout si on est très nombreux. Donc surtout ceux qui peuvent ou ceux qui voulaient le faire, qui ne l'ont pas encore fait, faites-le. Vous pouvez nous faire un don sur toxin-media.fr/soutien, toxin-media.fr. Et voilà, et puis vous savez qu'on aimerait beaucoup engager une nouvelle personne pour nous aider sur les réseaux sociaux. Alors je vous le demande vraiment, aidez-nous pour ceux qui le peuvent encore, ceux qui souhaitent le faire, qui ne l'ont pas encore fait. C'est maintenant, toxin-media.fr. Je compte sur vous et je vous dis à demain, 7h30.